L'hôpital a appelé, votre mère est en soins intensifs. Votre sœur dit que vous l'avez lentement empoisonnée. La police m'a arrêté à l'hôpital. Puis maman s'est réveillée et a chuchoté quelque chose à l'infirmière. En 1 heure, ils m'ont libéré et ont arrêté quelqu'un d'autre. Les caméras cachées ont tout révélé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je garais ma voiture dans l'allée après un mardi normal au travail quand mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait Merci Général Hospital et mon cœur s'est serré. Personne n'a jamais envie de voir un hôpital appeler sur son téléphone. Mes mains tremblaient en répondant, essayant de garder une voix stable. Allô, est-ce bien Mélodie Peton? La voix de l'infirmière était professionnelle mais urgente. Oui, c'est Mélodie. Mademoiselle Peton, votre mère, Lorraine, a été admise en soins intensifs. Elle est dans un état critique. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Les provisions que je venais d'acheter me sont tombées des mains, les œufs s'écrasant sur le béton alors que je me précipitais dans ma voiture. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien? Les médecins vous expliqueront tout à votre arrivée. Veuillez conduire prudemment, mais venez vite. Mon esprit a envisagé toutes les possibilités alors que je filais vers l'hôpital. Une crise cardiaque comme papa, un AVC. Elle avait l'air bien ce matin quand je suis parti travailler. Peut-être un peu fatigué, mais rien d'alarmant. J'ai appelé ma sœur Bridget 3 fois pendant les 15 minutes de trajet, mais elle n'a pas répondu. Typique. Elle ne décrochait jamais quand j'avais besoin d'elle, seulement quand elle avait besoin d'argent. Le parking de l'hôpital ressemblait à un labyrinthe et j'ai abandonné ma voiture dans la première place que j'ai trouvée, sans me soucier de savoir si c'était la bonne zone ou non. Ma blouse d'hygiéniste dentaire était encore humide de sueur après une longue journée de nettoyage, et mes baskets blanches crissaient contre le sol poli de l'hôpital alors que je courais vers les soins intensifs. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 3e étage, je me suis arrêté net. 2 policiers se tenaient au poste des infirmières, et derrière eux se trouvait ma sœur cadette, Bridget, son sac de tapis de yoga en bandoulière, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Elle semblait tout droit sortie d'un de ses cours, portant ses leggings et brassières de sport assorties et coûteux qu'elle avait achetés avec l'argent de maman le mois dernier. La voilà, dit Bridget, en me montrant du doigt. Sa voix était assez forte pour que tout le monde dans le couloir l'entende. Officier, c'est ma sœur, Mélodie. C'est elle qui a fait ça. L'inspecteur Ramon Vega s'avança, un homme grand aux tempes grisonnantes et aux yeux fatigués qui en avait probablement trop vu. Son insigne brillait sous les dures lumières fluorescentes. Mélodie Peton? Oui, mais je ne comprends pas ce qui se passe. On m'a appelé pour ma mère. Où est-elle? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Mademoiselle Peton, je suis l'inspecteur Vega. Votre mère est traitée pour empoisonnement. Nous avons des raisons de croire que c'était délibéré. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Empoisonnement? C'est impossible. Qui empoisonnerait maman? Bridget s'est approchée, et je pouvais sentir son huile essentielle de lavande qu'elle portait toujours en excès. Parle-leur du thé, Mélodie. Raconte-leur comment tu lui prépares son thé spécial chaque matin. Dis-leur que tu es la seule à t'occuper de ses médicaments. Bien sûr que je lui fais son thé. Je vis avec elle. Je m'occupe d'elle. L'inspecteur Vega a sorti un petit carnet. Mademoiselle Peton, nous allons devoir vous poser quelques questions. Votre sœur a fait des allégations sérieuses concernant les soins de votre mère. Des allégations? Bridget, de quoi tu parles? Le visage de ma sœur s'est tordu en une expression de chagrin que je n'avais jamais vue auparavant, même pas à l'enterrement de papa. J'ai trouvé les recherches sur ton ordinateur portable, Mélodie, sur les lois de succession en Pennsylvanie, sur la procuration, sur la façon dont certains médicaments interagissent avec les problèmes cardiaques. Elle s'est tournée vers l'inspecteur, s'agrippant à son bras. Elle planifiait ça. Ma pauvre mère est de plus en plus malade, et Mélodie est la seule à avoir accès à sa nourriture et à ses médicaments. C'est insensé. Tu mens. Une infirmière plus âgée s'est approchée de nous, son badge indiquait « Felicity Shaw, infirmière diplômée ». Elle avait des yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes et me rappelait maman avec ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné. S'il vous plaît, c'est une unité de soins intensifs. Si vous devez avoir cette conversation, il y a une salle de conférence familiale au bout du couloir. L'inspecteur Vega a hoché la tête. Mademoiselle Peton, je vais avoir besoin que vous veniez avec nous. Suis-je en état d'arrestation? Pour l'instant, nous avons juste besoin de vous poser quelques questions.
mais je dois vous informer que vous êtes une personne d'intérêt dans la tentative de meurtre de Lorraine Peton. Tentative de meurtre. Les mots résonnaient dans ma tête alors que le partenaire de l'inspecteur, un officier plus jeune dont le badge indiquait Martinez, se plaçait derrière moi. Je pouvais sentir le poids des regards de tout le monde, les infirmières, les autres familles dans la salle d'attente, tous regardant ma propre sœur m'accuser d'avoir tenté de tuer notre mère. Puis-je au moins la voir d'abord, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir si elle va bien. Bridget a ri, un son amer qui ne correspondait pas à ses larmes. Tu veux voir si elle est toujours en vie? Tu veux dire, pour savoir si ton plan a fonctionné? Mademoiselle Carvey, ça suffit, dit fermement l'inspecteur Vega. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués, et je pouvais voir qu'il avait déjà pris sa décision. Dans son expérience, c'était probablement toujours un membre de la famille. Votre mère est inconsciente et dans un état critique. L'équipe médicale fait tout ce qu'elle peut en ce moment. La meilleure chose que vous puissiez faire est de coopérer à notre enquête. Alors qu'il me conduisait vers la salle de conférence, j'ai aperçu maman à travers les portes vitrées des soins intensifs. Elle était entourée de machines, de tubes partout, sa peau aussi pâle que les draps de l'hôpital. La femme qui avait pétri de la pâte à pain avec ses mains fortes pas plus tard qu'hier matin semblait maintenant si petite et fragile. Je n'ai pas fait ça, dis-je à quiconque voulait bien m'entendre. J'aime ma mère. Je ne lui ferai jamais de mal. Mais la voix de Bridget m'a suivi dans le couloir, assez fort pour que tout le monde entende. Elle a tué l'esprit de notre père quand il était mourant, lui disant toujours ce qui était le mieux, contrôlant ses médicaments. Maintenant, elle fait la même chose à maman. Officier, vous devez l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La porte de la salle de conférence s'est fermée derrière nous avec un clic définitif. Et j'ai réalisé que mon mardi normal venait de devenir le pire cauchemar de ma vie. Ma propre sœur avait parfaitement orchestré cette scène, les larmes et les accusations programmées juste à temps pour mon arrivée. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que maman avait été consciente quand on l'a amenée. Elle avait murmuré quelque chose à l'infirmière Shaw avant que les sédatifs ne fassent effet, quelque chose qui allait tout changer. L'inspecteur Vega a posé un enregistreur sur la table entre nous. Mademoiselle Peton, pourquoi ne pas commencer par nous parler de la routine matinale de votre mère? Chaque détail. J'ai regardé le voyant rouge d'enregistrement et j'ai pris une profonde inspiration. Quelque part dans cet hôpital, ma mère se battait pour sa vie, empoisonnée par quelqu'un en qui elle avait confiance. La seule question était de savoir laquelle de ses filles l'avait trahie. 3 mois avant ce jour horrible, la vie avait enfin commencé à redevenir gérable. Après le décès de papa il y a 2 ans d'une crise cardiaque, maman avait emménagé avec moi. La transition n'a pas été facile au début. Lorraine Peton était une femme têtue qui avait tenu sa propre boulangerie, le pain quotidien de Peton, pendant 30 ans, et n'appréciait pas d'avoir besoin d'aide. Elle avait bâti cette entreprise à partir de rien, se levant à 4 heures du matin tous les jours pour préparer la pâte, les mains couvertes de farine avant le lever du soleil. Je n'ai pas besoin d'une baby-sitter, Mélodie, avait-elle dit le jour de son emménagement, debout dans ma chambre d'amis les bras croisés. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Je sais, maman. Considérez que tu me tiens compagnie. Cette maison devient solitaire. Cela l'a un peu adouci. La vérité, c'est que nous avions toutes les deux besoin l'une de l'autre. J'étais divorcé depuis 5 ans. Pas d'enfant, juste moi qui déambulais dans une maison de 3 chambres qui semblait trop vide. Avoir maman là a ramené la vie entre ses murs. Nous avons trouvé notre rythme en quelques semaines. Chaque matin à 6h30, je lui préparais sa tisane de camomille préférée avec un morceau de sucre, exactement comme elle l'aimait. Elle s'asseyait à la table de la cuisine en lisant le journal pendant que je préparais le petit déjeuner, généralement des œufs brouillés avec du pain de blé complet, parfois du porridge avec des baies fraîches si son estomac était sensible. Je préparais ses médicaments dans le pilulier hebdomadaire tous les dimanches. Pilule pour la tension, vitamines, supplément d'huile de poisson, et le nouveau médicament pour le cœur que son cardiologue, le docteur Rangeant, lui avait prescrit. « Tu t'agites trop », disait maman. Mais elle souriait en le disant. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. Toi, tu ne le ferais certainement pas. » Mon travail chez Brighton Dental n'était qu'à 20 minutes, et j'avais arrangé mes horaires pour être à la maison à 17h tous les jours. Maman passait ses journées à lire, à regarder ses émissions de cuisine et à s'occuper du petit jardin qu'elle avait commencé dans mon jardin. Elle y avait planté des tomates, du basilic et son romarin préféré, les mêmes herbes qu'elle faisait pousser derrière la boulangerie. Les mardis soirs étaient nos préférés. Nous regardions Jeopardy ensemble, maman criant les réponses avant les candidats.
Elle était plus vive que jamais, surtout dans les catégories d'histoire et de littérature. Pendant les pauses publicitaires, elle me racontait des histoires sur la boulangerie, sur les clients réguliers qui étaient devenus comme une famille au fil des ans. Monsieur Coleman venait tous les matins pendant 15 ans, m'a-t-elle raconté un soir, les yeux lointains de souvenirs, il commandait la même chose, un muffin aux myrtilles et un café noir. Quand sa femme est morte, il n'est pas venu pendant un mois. Quand il est finalement revenu, je ne l'ai pas fait payer pendant toute cette année. Parfois, les gens ont plus besoin de gentillesse que d'argent. C'était maman, généreuse à l'excès. Ma sœur Bridget venait peut-être une fois par semaine, généralement le jeudi après-midi quand elle savait que je serais au travail. Elle débarquait comme une tornade, son tapis de yoga sur l'épaule, parlant toujours d'une nouvelle tendance bien-être ou d'une retraite de méditation à laquelle elle voulait assister mais n'en avait pas les moyens. Maman, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour le loyer ce mois-ci, était devenue sa salutation habituelle. Le studio de yoga a réduit mes heures et le paiement de ma voiture est dû. Maman lui faisait discrètement un chèque de son chéquier usé qu'elle gardait dans son sac à main. Quand je rentrais à la maison, je voyais la copie carbone. 5 cents par-ci, 3 cents par-là, parfois plus. En 6 mois depuis que maman avait emménagé, elle avait donné près de $8 000 à Bridget. Tu l'encourages, ai-je dit à maman un soir après avoir trouvé une autre copie carbone de chèque. Elle a 35 ans. Elle doit apprendre à être responsable. Elle cherche sa voie, Mélodie. Tout le monde n'a pas ta stabilité. Une stabilité pour laquelle j'ai travaillé, maman. Pendant que Bridget abandonnait son 3e programme universitaire, j'étudiais le soir pour devenir hygiéniste dentaire. Pendant qu'elle dilapidait l'héritage de papa dans cette entreprise d'aromathérapie ratée, j'économisais pour une maison. Maman m'a tapoté la main avec ses doigts usés, toujours forts de décennies de pétrissage de pâtes. Tu es trop dur avec ta sœur. Oui, elle a fait des erreurs, mais la famille, c'est la famille. On ne laisse pas tomber les autres. Il y a une différence entre ne pas abandonner et se faire exploiter. Ton père disait la même chose, dit doucement maman. Mais Bridget a juste besoin de plus de temps pour se trouver. L'ironie, c'est que Bridget s'était très bien trouvée. Elle s'était trouvée une vie confortable financée par la générosité de maman et l'assurance vie de papa, qu'elle avait dilapidée en 6 mois dans ce qu'elle appelait des investissements dans son voyage spirituel, une entreprise d'aromathérapie ratée, une pyramide de vente de suppléments bien-être et un voyage à Bali pour une certification de yoga qu'elle n'a jamais terminée. Je gérais les rendez-vous médicaux de maman, ses ordonnances, ses repas, ses finances, tout ce qui la maintenait en bonne santé et en sécurité. Bridget se présentait pour les chèques et la sympathie, jouant la fille cadette en difficulté qui avait juste besoin d'une chance de plus pour remettre sa vie en ordre. Mais nous maintenions notre paix fragile pour le bien de maman. Et pendant 3 mois, ça a marché. Jusqu'au matin où tout a changé, quand le thé de maman est devenu une arme et que la famille est devenue l'ennemi. Ça a commencé doucement. Si doucement que j'ai failli ne pas le remarquer. Maman a commencé à se plaindre de maux de tête il y a environ 6 semaines. Juste un inconfort occasionnel qu'elle balayait d'un geste de la main. Ce n'est rien, ma chérie. J'ai probablement juste besoin de nouvelles lunettes de lecture. Mais ensuite sont venues les nausées. Je l'ai trouvée un matin agrippée au lavabo de la salle de bain, les jointures blanches, le visage pâle comme du papier. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon estomac me joue des tours. J'ai dû manger quelque chose qui ne passe pas. Tu as à peine touché au dîner hier soir. Elle s'est redressée, forçant un sourire. Je vais bien, Mélodie. Arrête de t'inquiéter. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail pour la trouver effondrée dans la cuisine, consciente mais confuse. Elle était assise par terre à côté du réfrigérateur, tenant toujours un verre d'eau, regardant autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas son propre environnement. Maman, que s'est-il passé? Je ne sais pas, ma chérie. Je prenais de l'eau et soudain la pièce s'est mise à tourner. Mes jambes ont juste lâché. Je l'ai aidé à se rendre sur le canapé, j'ai vérifié sa tension artérielle, qui était plus basse que d'habitude, et j'ai appelé le docteur Rangeant. Il a suggéré que nous venions immédiatement. Après 3 heures de tests, d'analyse de sang et d'examen, il n'a rien trouvé de concluant. Ce pourrait être une réaction aux nouveaux médicaments pour le cœur, a-t-il dit en examinant son dossier. Réduisons la dose et surveillons de près. Les épisodes sont devenus plus fréquents et imprévisibles. Certains jours, elle allait parfaitement bien, riant devant ses jeux télévisés, m'aidant à plier le linge, racontant des histoires sur des clients difficiles à la boulangerie. D'autres jours, elle pouvait à peine sortir du lit.
Sa peau devenait moite, ses mains tremblaient et elle se tenait le ventre de douleur. C'est peut-être de l'anxiété, a suggéré le docteur Rangeant lors de notre 3e visite aux urgences. Perdre un conjoint, déménager, ce sont des changements de vie importants. Ma mère n'est pas anxieuse, ai-je insisté. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Les tests revenaient toujours non concluants. Les analyses de sang montraient de légères anomalies, mais rien qui ne pointait vers un diagnostic clair. Les scanners étaient normaux. Les moniteurs cardiaques montraient quelques irrégularités, mais rien qui n'expliquait entièrement ces symptômes. Chaque médecin avait une théorie différente. Problème vestibulaire, problème d'oreille interne, réaction de deuil retardé, carence en vitamines, syndrome de fatigue chronique. Puis Bridget a commencé à venir plus souvent. Au lieu de ses visites habituelles du jeudi après-midi quand j'étais au travail, elle a commencé à passer le soir et le week-end. Elle arrivait avec des fleurs fraîches et des smoothies bio du bar à jus de fruits chers du centre-ville. « Je suis si inquiète pour maman », disait-elle en regardant les fournitures médicales sur le comptoir. « Regarde tous ces médicaments. Peut-être qu'ils interagissent mal. Peut-être qu'elle a besoin de soins plus spécialisés. » Ses médecins surveillent tout attentivement. Ai-je répondu, remarquant comment elle rôdait près du pilulier de maman, lisant les étiquettes, posant des questions. « Mais tu n'es pas une professionnelle de la santé, Mélodie. Comment sais-tu que tu lui donnes les bonnes doses ? » Parce que je suis les ordonnances exactement comme elles sont écrites. J'utilise une application de suivi des médicaments. Tout est documenté. Bridget a commencé à semer le doute dans l'esprit de maman lors de ses visites. J'entendais des bribes de conversation depuis la cuisine. « Maman, tu as l'air pire que la semaine dernière. Es-tu sûre que Mélodie te donne les bonnes pilules ? Peut-être que tu as besoin d'un deuxième avis. Je connais quelqu'un qui est spécialisé en médecine holistique. Ça doit être dur pour Mélodie de travailler à plein temps et de s'occuper de toi. Peut-être qu'elle est débordée. » Un soir, Bridget m'a coincé dans la cuisine pendant que maman dormait sur le canapé. Elle s'est appuyée contre le comptoir, se rongeant les ongles manucurés, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance quand elle préparait quelque chose. « Tu sais, si quelque chose arrive à maman, la maison nous revient à toutes les deux à parts égales. » Le testament de papa était clair là-dessus. « Pourquoi tu parles de ça maintenant ? » Juste pour m'assurer que tu t'en souviens. La moitié de tout, y compris le produit de la vente de cette maison et les économies de maman. Maman n'est pas en train de mourir, Bridget. Elle va de plus en plus mal chaque semaine. Tu le vois bien, non ? Et tu es la seule à t'occuper d'elle. Si quelque chose arrive, les gens pourraient poser des questions. Qu'est-ce que tu insinues exactement ? Elle a haussé les épaules, ce geste faussement innocent que j'avais vu 1000 fois en grandissant. Rien, juste que tu as été sous beaucoup de stress, à t'occuper de maman, à travailler à plein temps, à gérer ses finances, et que tu es la seule à manipuler ses médicaments. Ce serait facile de faire une erreur. Je ne fais pas d'erreur avec la santé de maman. Tout le monde fait des erreurs, Mélodie. Tu te souviens quand papa était mourant ? Tu as insisté pour tout gérer à ce moment-là aussi. Peut-être que tu lui as donné trop de morphine. Peut-être que c'est pour ça qu'il est parti si vite à la fin. L'accusation est restée en suspens dans l'air comme du poison. J'ai eu envie de la gifler, de crier que la mort de papa avait été paisible et exactement ce à quoi les soins palliatifs nous avaient préparés. Mais j'ai retenu ma langue, sachant que toute réaction alimenterait son récit. 2 jours plus tard, maman a eu son pire épisode. Je l'ai trouvée au lit en train d'halluciner, voyant papa dans le coin de la chambre, parlant à des gens qui n'étaient pas là. Son cœur battait à 150 battements par minute. Elle vomissait violemment, tout son corps tremblait. L'ambulance est arrivée en quelques minutes et alors qu'il la chargeait sur la civière, elle m'a serré la main avec une force surprenante. « Le thé ?» a-t-elle murmuré. « Quelque chose ne va pas avec le thé. » Mais alors ses yeux se sont révulsés et elle a perdu connaissance. Les ambulanciers m'ont écarté, travaillant frénétiquement pour la stabiliser. Alors que l'ambulance s'éloignait, j'ai vu la voiture de Bridget tourner dans l'allée. Elle était arrivée juste à temps pour le spectacle. Debout dans ce couloir d'hôpital, les menottes me cisaillant les poignets, je regardais la performance de ma sœur se dérouler comme une pièce de théâtre soigneusement répétée. Elle sanglotait à l'inspecteur Vega, sa voix se brisant au bon moment, ses mains tremblant alors qu'elle sortait son téléphone pour lui montrer quelque chose. « Regardez, inspecteur. » J'ai pris des captures d'écran. Elle cherchait des informations sur les lois de succession en Pennsylvanie, sur la procuration, sur le temps que certains poisons mettent à être éliminés du système.
J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne pouvais pas croire que ma propre sœur ferait ça. L'inspecteur Vega a fait défiler son téléphone, son expression s'assombrissant à chaque balayage. Quand avez-vous trouvé ces recherches? La semaine dernière, je rendais visite à maman et j'avais besoin de vérifier la météo sur l'ordinateur portable de Mélodie. C'est là que j'ai vu l'historique du navigateur. C'est un mensonge, ai-je protesté. Mon ordinateur portable est protégé par un mot de passe. Elle ne l'a jamais utilisé. Les larmes de Bridget se sont intensifiées. Elle m'a donné le mot de passe il y a des mois. Elle m'a dit que c'était l'anniversaire de maman à l'envers avec un point d'exclamation. 417 951 point d'exclamation. Mon sang s'est glacé. C'était mon mot de passe. Comment le savait-elle? Je ne le lui avais jamais donné. L'inspecteur Vega s'est tourné vers moi. Mademoiselle Peton, nous allons devoir vous emmener au poste maintenant. Elle m'a même dit la semaine dernière qu'elle souhaitait que maman parte en paix, a continué Bridget, sa voix s'élevant. Elle a dit qu'elle était épuisée, que maman prenait toute sa vie, qu'elle ne pouvait plus faire ça longtemps. J'ai dit que je souhaitais que maman trouve la paix de ses symptômes, pas qu'elle meure. Tu déformes tout. L'inspecteur Vega a fait un signe de tête à l'officier Martinez, qui a commencé à me lire mes droits. Les mots semblaient surréalistes, comme tirés d'une série télévisée, pas de ma propre vie. Alors qu'il me conduisait vers l'ascenseur, j'ai croisé le regard de l'infirmière Shaw. Elle se tenait au poste des infirmières, observant tout se dérouler avec une expression préoccupée. S'il vous plaît, lui ai-je lancé. Vérifiez tout, testez tout, faites tous les panels toxicologiques que vous pouvez. Je n'ai pas fait ça. Madame, nous devons y aller, a dit fermement l'officier Martinez. Attendez, l'infirmière Shaw s'est avancée. Inspecteur, en tant qu'infirmière responsable, je dois vous informer que Madame Peton était semi-consciente à son arrivée. Elle a dit quelque chose à propos du thé et de sa fille. Nous avons supposé qu'elle parlait de la fille qui vit avec elle. Elle parlait de la fille qui l'a empoisonnée, a interjeté Bridget. Mélodie lui prépare son thé tous les matins. Elle est obsédée par ça. Dans la voiture de police, mon esprit a retracé la chronologie. Il y a 3 semaines, j'avais remarqué que des choses disparaissaient de la maison. Les boucles d'oreilles en perles de maman, celles que papa lui avait offertes pour leur 40e anniversaire, de l'argent de son portefeuille, certains de mes médicaments anxiolytiques datant de la mort de papa. J'avais immédiatement soupçonné Bridget, mais je ne voulais pas l'accuser sans preuve. C'est à ce moment-là que j'avais installé les caméras de sécurité. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, l'inspecteur Vega a exposé les preuves que Bridget avait fournies. Les recherches sur mon ordinateur portable, le témoignage de voisins sur mon air épuisé, le fait que j'étais la seule aide-soignante de maman et la bénéficiaire de son assurance vie. Il faut que vous m'écoutiez, dis-je en me penchant en avant. Il y a 3 semaines, j'ai installé des caméras de sécurité dans la maison, des caméras cachées. Elles sont activées par le mouvement et se téléchargent directement sur le cloud. L'inspecteur Vega a haussé un sourcil. Des caméras de sécurité? Oui. Des choses disparaissaient de la maison. Les bijoux de maman, de l'argent, même certains de mes anciens médicaments sur ordonnance. Je soupçonnais Bridget, mais je ne voulais pas l'accuser sans preuve. Je les ai achetés en ligne. Je les ai installés moi-même. Il y en a une dans la cuisine qui couvre toute la pièce, une dans le salon, et une dans le couloir qui montre la porte de la chambre de maman. Et vous n'avez pas parlé de ces caméras à votre mère? Je ne voulais pas l'inquiéter pour le vol. Elle donne déjà tellement d'argent à Bridget. Si elle savait que Bridget volait aussi, ça lui briserait le cœur. L'inspecteur Vega a pris une note. Où sont exactement ces caméras? Celle de la cuisine est à l'intérieur de la fausse plante sur le dessus du réfrigérateur. La caméra du salon est dans la bibliothèque à l'intérieur de ce qui ressemble à un livre intitulé « Histoire de la Pennsylvanie ». Celle du couloir est dans le détecteur de fumée, qui est en fait une unité combinée. Et vous avez dit qu'elle se télécharge sur le cloud? Chaque mouvement déclenche un enregistrement qui se télécharge immédiatement sur mon stockage cloud. J'ai l'application sur mon téléphone, mais vous l'avez pris. Je peux vous donner les identifiants de connexion. S'il vous plaît, inspecteur, vérifiez ce qui s'est passé ce matin. Vérifiez qui a préparé le thé de maman. Il m'a étudié un long moment, puis a appelé le spécialiste technique. En quelques minutes, l'officier Chen, une jeune femme aux yeux vifs, affichait le stockage cloud sur son ordinateur portable. Commencez par ce matin, ai-je insisté. 6h30, c'est à ce moment-là que je prépare le thé de maman. L'horodatage indiquait 6h28.
J'étais là, dans ma blouse, remplissant la bouilloire, attendant qu'elle bouille, ajoutant un sachet de thé à la camomille dans la tasse préférée de maman, celle avec les cardinaux qu'elle avait acheté pour le 10e anniversaire de la boulangerie. Un morceau de sucre, un filet de lait, en remuant soigneusement. La vidéo me montrait en train de le lui apporter dans sa chambre à 6h35, de le poser sur sa table de chevet, de l'embrasser sur le front et de partir travailler à 6h42. Maintenant, vérifiez à 7h47. Dis-je, me souvenant que Bridget avait mentionné avoir rendu visite à maman ce matin dans sa déclaration. L'officier Chen a avancé. La caméra de la cuisine ne montrait rien à ce moment-là, mais la caméra du couloir a tout capturé. À 7h47, Bridget est entrée dans la chambre de maman, y restant environ 3 minutes. Nous avons besoin des images de la cuisine quand elle quitte la chambre, a ordonné l'inspecteur Vega. À 7h50, Bridget est sortie de la chambre de maman en tenant quelque chose dans sa main. Elle est allée à la cuisine, et c'est là que nous l'avons vue clairement. Elle tenait la tasse de maman, la tasse aux cardinaux, et elle a versé le contenu dans l'évier, l'a rincé 2 fois, puis l'a placé dans le lave-vaisselle. Pourquoi verserait-elle le thé ? A demandé l'officier Chen. Continuez à regarder, dis-je, le cœur battant. Les images ont continué. Bridget a alors préparé une nouvelle tasse de thé, et cette fois-ci, elle a sorti quelque chose de son sac de yoga, une petite fiole. Elle a ajouté plusieurs gouttes d'un liquide clair dans le thé, l'a remué avec la même cuillère, et l'a ramené dans la chambre de maman. L'inspecteur Vega s'est levé brusquement. Nous devons retourner à cet hôpital maintenant. L'inspecteur Vega a demandé à l'agent Chen de visionner les enregistrements de la semaine précédente pendant que nous retournions à toute vitesse à l'hôpital. Ce que nous avons découvert dans cette voiture de police m'a retourné l'estomac. On y voyait Bridget rendre visite pendant mes heures de travail, une habitude dont je n'avais jamais eu connaissance. Le mardi à 14h, le jeudi à 13h30, le vendredi à 15h, toujours quand elle savait que je serais au cabinet dentaire, les mains occupées dans la bouche de quelqu'un. Les images étaient accablantes. Le mardi, elle ajoutait des gouttes de la même fiole dans le jus de l'après-midi de maman. Le jeudi, elle saupoudrait une poudre blanche dans la soupe de maman, en remuant soigneusement jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Le vendredi, elle trafiquait le pilulier de maman, échangeant des pilules, en ajoutant d'autres dans certains compartiments. Mon Dieu, souffla l'agent Chen. Elle fait ça systématiquement. Nous devons tester cette fiole, dit l'inspecteur Vega avec urgence. Si elle l'a encore dans son sac de yoga, nous aurons notre preuve. Nous avons fait irruption par l'entrée des urgences de l'hôpital. L'insigne de l'inspecteur Vega nous a ouvert la voie. En approchant de l'unité de soins intensifs, nous pouvions entendre la voix de Bridget, aiguë et émotive, parler à quelqu'un. C'est ma mère aussi. J'ai tout à fait le droit de prendre des décisions concernant ses soins. Nous avons tourné le coin pour trouver Bridget en train de se disputer avec le docteur Rangeant et l'infirmière Shaw. Elle s'était positionnée comme la fille inquiète, celle qui avait sauvé maman de sa dangereuse sœur aînée. 2 gardes de sécurité se tenaient à proximité, clairement incertains de la manière de gérer la situation. Mademoiselle Carvey, annonça l'inspecteur Vega, éloignez-vous de la chambre de la patiente. Bridget s'est retournée, le visage rouge en me voyant là, sans menottes. Pourquoi est-elle ici ? Elle devrait être en prison. Elle a essayé de tuer notre mère. Nous avons examiné de nouvelles preuves, dit calmement l'inspecteur Vega. Je vais avoir besoin de voir votre sac. Mon sac ? Pourquoi ? Votre sac de yoga, mademoiselle Carvey, donnez-le-moi. Bridget le serra plus fort. C'est ridicule. Vous n'en avez pas le droit. Mélodie vous manipule comme elle a manipulé papa avant sa mort. Juste à ce moment-là, une voix faible est venue de l'intérieur de la chambre de l'unité de soins intensifs. Inspecteur. Nous nous sommes tous retournés. Maman était réveillée, légèrement relevée dans son lit, des tubes et des fils partout, mais ses yeux étaient alertes et concentrés. L'infirmière Shaw s'est précipitée à ses côtés. Madame Peton, vous ne devriez pas encore essayer de parler, dit doucement l'infirmière Shaw. Non. La voix de maman était rauque mais déterminée. Je dois dire ça. L'inspecteur Vega s'est approché du lit et je l'ai suivi, le cœur brisé de voir à quel point maman avait l'air fragile. Bridget a essayé de nous bousculer, mais l'agent Martinez lui a barré le passage. Maman, ne les écoute pas, a plaidé Bridget. Mélodie t'empoisonne. Je l'ai surprise. Les yeux de maman se sont fixés sur Bridget, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant quand elle regardait ma sœur. Une clarté totale et une déception dévastatrice. Je sais ce que tu as fait, Bridget,
dit maman, chaque mot prudent et délibéré. Je le sais depuis des semaines. La couleur a quitté le visage de Bridget. Maman, tu es confuse. Les médicaments te font dire des choses. Je faisais semblant de dormir, a continué maman, sa voix se renforçant. Mardi, il y a 2 semaines, tu es entré dans ma chambre pendant que je faisais la sieste. J'ai regardé à travers des yeux à peine ouverts pendant que tu mettais quelque chose dans mon verre d'eau. J'ai cru que je rêvais. J'ai pensé que c'était peut-être le médicament qui me rendait paranoïaque. Ce n'est pas vrai. Alors, j'ai commencé à te tester, dit maman. Je faisais semblant de boire ce que tu me donnais, puis je le versais dans la fougère en pot près de ma chaise quand tu partais. Les jours où je buvais réellement ce que tu apportais étaient les jours où je tombais malade. Le schéma était clair. Le docteur Rangeant s'est avancé avec une tablette à la main. Le rapport toxicologique vient d'arriver. Nous avons trouvé des traces d'éthylène glycol dans le sang de votre mère. C'est un composant de l'antigel. À petite dose au fil du temps, il provoque exactement les symptômes qu'elle a ressentis. Hier, a continué maman, j'ai fait une erreur. J'ai bu le thé parce que je ne t'ai pas vu entrer. Je dormais vraiment cette fois. Mais quand je me suis réveillée malade, j'ai vu la fiole dans ton sac quand tu pensais que j'étais inconsciente. Tu as été négligente. Tu as laissé ton sac ouvert sur la chaise. L'inspecteur Vega a tendu la main. Le sac, mademoiselle Carvé, maintenant. Le masque soigneusement construit de Bridget s'est finalement fissuré. Elle a jeté le sac aux pieds de l'inspecteur Vega. Très bien. Fouillez-le. Vous ne trouverez rien parce que j'essayais de l'aider. C'étaient des suppléments naturels pour contrer ce que Mélodie faisait. L'agent Chen a enfilé des gants en latex et a soigneusement fouillé le sac. Elle a sorti la fiole, petite et sans étiquette, à l'exception d'un morceau de ruban adhésif avec B12, écrit de la main de Bridget. Des vitamines B12, dit Bridget désespérément. Pour l'énergie. Maman a été si fatiguée. Nous allons le tester, dit l'inspecteur Vega. Il s'est tourné vers l'agent Chen. Appelez le laboratoire. Je veux une analyse en urgence. Mais maman n'avait pas fini. Vérifiez son téléphone, dit-elle. Jeudi matin, je l'ai vu prendre des photos de mon testament. Il est dans le tiroir de ma table de chevet. L'agent Chen a sorti le téléphone de Bridget, qu'ils avaient confisqué plus tôt. Dans ces photos, claires comme le jour, il y avait des photos du testament de maman, zoomées sur les sections concernant la maison et la répartition de l'héritage. Ses recherches sur l'ordinateur portable de Mélodie, a ajouté maman, sa force s'estompant, mais sa détermination solide. Bridget connaissait le mot de passe de Mélodie parce qu'elle l'a vu le taper une fois quand Mélodie m'aidait à commander des courses en ligne. Elle planifie ça depuis des mois. Bridget Carvé, annonça l'inspecteur Vega, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, empoisonnement et tentative de fraude. Alors que l'agent Martinez lui passait les menottes, le sang-froid de Bridget s'est complètement effondré. Elle a changé le testament de papa. Elle l'a convaincu de tout laisser à Mélodie. Je mérite la moitié de tout. Cette maison vaut 800 000 $. Maman a 200 000 $ d'économie. Ce n'est pas juste. Je suis aussi sa fille. Tu n'es pas ma fille, dit doucement maman, des larmes coulant sur son visage. Ma fille n'essaierait jamais de me tuer pour de l'argent. Les officiers ont emmené Bridget alors qu'elle criait à l'injustice, au fait d'être l'enfant oublié, à la façon dont maman m'avait toujours aimé davantage. Sa voix a résonné dans le couloir de l'hôpital jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment enfin, nous laissant dans un silence à la fois dévastateur et paisible. Maman a complètement récupéré après 3 semaines de traitement. Les médecins ont dit que si elle avait consommé beaucoup plus de poison, cela aurait causé des dommages irréversibles aux reins et au foie. Nous étions assises dans sa chambre d'hôpital la veille de sa sortie, le soleil de l'après-midi entrant par les fenêtres, rendant les murs blancs stériles presque chaleureux. Maman, je suis tellement désolée. J'aurais dû mieux te protéger. Elle a serré ma main, sa prise plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Tu m'as protégée. Ces caméras m'ont sauvé la vie. Mais Bridget est ta fille. J'aurais dû voir de quoi elle était capable. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais elle ne les a pas laissés couler. Je l'ai laissé tomber quelque part, Mélodie. Peut-être que je l'ai trop aidée. Toujours la tirer d'affaire, ne jamais la laisser faire face aux conséquences. Ton père l'a vu aussi. C'est pourquoi il a structuré son testament comme il l'a fait, laissant la maison en fiducie avec toi comme exécutrice testamentaire. Il savait que Bridget vendrait tout et gaspillerait tout en un an. Tu étais au courant pour le testament ?
Bien sûr que je le savais. Nous avons décidé ensemble. Nous avons passé 3 séances avec l'avocat spécialisé en succession, en nous assurant que tout était blindé. Mais nous ne vous l'avons jamais dit, les filles, en espérant que Bridget mûrirait, trouverait sa voie, deviendrait responsable. Elle a essuyé ses yeux avec le mouchoir de l'hôpital. La cupidité est un poison pire que tout ce qu'elle a mis dans mon thé. Elle a détruit ma fille bien avant qu'elle n'essaie de me détruire. Le procès a été rapide et décisif. La fiole a été testée positive au concentré d'éthylène glycol, assez pour tuer maman si elle était administrée en une seule dose. Mais Bridget avait été assez intelligente pour y aller doucement, faisant passer cela pour un déclin naturel. Au cours de l'enquête, d'autres preuves ont fait surface. Elle avait fait des recherches sur les poisons à action lente pendant des mois, mettant en favori des sites web sur le droit des successions, la maltraitance des personnes âgées qui passent inaperçues et la manière de contester les testaments. Elle avait accumulé plus de 40 000 $ de dettes provenant d'entreprises en faillite, de jeux d'argent en ligne et d'un train de vie au-dessus de ses moyens. Le poste de professeur de yoga qu'elle prétendait avoir? Elle avait été licenciée il y a 6 mois pour avoir volé dans la caisse. Le procureur a présenté les enregistrements de sécurité, les rapports toxicologiques et les propres dossiers financiers de Bridget. Son avocat commis d'office a tenté de plaider la détresse mentale, une folie temporaire provoquée par le deuil de la mort de notre père. Mais la nature méthodique de l'empoisonnement, la planification minutieuse, le vol systématique des biens de maman pour les vendre en ligne, tout pointait vers un calcul froid, pas un deuil. Bridget a été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre avec une peine supplémentaire pour vol et fraude. Alors qu'on l'emmenait menottée, elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement de la rage d'avoir été prise. Maman a vendu la maison familiale 6 mois plus tard. Elle ne supportait pas d'être dans ces pièces où Bridget lui avait souri tout en l'empoisonnant lentement. Elle a déménagé dans une belle communauté de vie pour personnes âgées appelée Sunrise Gardens, où elle s'est fait des amis immédiatement. En un mois, elle donnait des cours de pâtisserie dans leur cuisine commerciale. Ses mains à nouveau couvertes de farine, créant au lieu de trembler de poison. J'avais besoin d'un nouveau départ, m'a-t-elle dit alors que nous déballions ses affaires dans son nouvel appartement. Cette maison avait trop de souvenirs, bons et mauvais, tous enchevêtrés. Elle a rendu visite à Bridget une fois en prison, conduisant 3 heures dans chaque sens pour s'asseoir en face de sa fille derrière une vitre renforcée. Je suis allé avec elle pour la soutenir, mais je suis resté dans la salle d'attente. Maman est sortie après seulement 10 minutes, le visage composé, mais ses yeux lisaient. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé alors que nous nous dirigions vers la voiture. Je lui ai dit que je lui pardonne, mais que notre relation est terminée. J'aimerais toujours la fille qu'elle était. La petite fille qui m'aidait à glacer des biscuits à la boulangerie, qui chantait dans la chorale de l'église, qui me faisait des cartes de fête des mères avec des cœurs tordus. Mais je ne peux pas aimer ce qu'elle est devenue. Nous n'avons jamais utilisé les images de la caméra de sécurité du vol comme preuve supplémentaire. Les accusations d'empoisonnement étaient suffisantes, mais j'ai appris quelque chose de précieux de tout ce cauchemar. Parfois, les menaces les plus dangereuses viennent des personnes les plus proches de nous, celles que nous ne soupçonnerions jamais parce que nous sommes aveuglés par l'amour et la loyauté. La confiance est précieuse, mais vérifiez lorsque votre instinct crie à l'avertissement. Maman prépare toujours son propre thé maintenant. Chaque matin à exactement 6h30, comme avant. Et chaque jeudi, nous dînons ensemble chez elle, où elle m'apprend la recette secrète de papa pour le pain au levain. Ses mains guident les miennes alors que nous pétrissons la pâte, le rythme apaisant et thérapeutique. Le secret, c'est la patience, me dit-elle, la voix ferme. On ne peut pas presser un bon pain. On ne peut pas non plus presser la guérison. La semaine dernière, alors que nous faisions de la pâtisserie, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. La famille, c'est la famille, Mélodie. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter le poison, que ce soit dans notre tasse ou dans nos cœurs. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand lâcher prise. Le système de sécurité de la maison est resté chez moi, amélioré et surveillant chaque pièce. Certaines leçons, on n'a besoin de les apprendre qu'une seule fois. La fougère de maman, celle dans laquelle elle versait les boissons empoisonnées, a survécu et prospéré d'une manière ou d'une autre. Elle l'a emmenée avec elle à Sunrise Gardens, où elle est assise à sa fenêtre ensoleillée, un rappel que même les choses nourries de poison peuvent survivre et devenir plus fortes. Ces jours-ci, maman est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Elle a ses élèves en pâtisserie qui l'adorent, des amis qui jouent aux cartes avec elle tous les mercredis, et un gentleman nommé Arthur qui lui apporte des fleurs tous les dimanches. Elle vit, vraiment, pas seulement survit.
Quant à moi, je dors mieux en sachant que maman est en sécurité, entourée de gens qui veillent sur elle. Je lui rends visite 3 fois par semaine, et nous regardons toujours Jeopardy ensemble. Elle crie les réponses avant les candidats. Certaines choses, les bonnes choses, n'ont pas à changer. L'autre jour, elle a remporté le concours de pâtisserie de Sunrise Gardens avec la recette de levain de papa. Alors qu'elle tenait ce ruban bleu, le visage rayonnant,